Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur BZD-TV pour votre émission littéraire. Comme vous le savez, chaque 2 semaines, nous nous retrouvons pour le livre en question. L'émission qui fait donc connaître les auteurs de l'Afrique, de sa diaspora, qui célèbrent la littérature en général. Alors pour cette émission, nous recevons cette semaine Christelle Kamène Danjoua. Elle est auteure d'un album de jeunesse ou contes illustrés. Elle est avec nous et donc l'album s'intitule Maïs Sirena, la petite feuille mauve, illustrée par Boris Padenou. Voilà, donc elle est avec nous. Bonjour. Christelle Kamène Danjoua veut donc immortaliser le conte africain, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Voilà, et donc comment vous en êtes arrivé là? Mais écoutez, le conte est arrivé à moi, je vais dire, parce que très rapidement, très jeune, moi j'adorais qu'on me raconte des histoires. Et quand j'ai eu un enfant, je voulais lui raconter des histoires aussi. Et tous les soirs, je lui racontais une histoire, voilà. Et un jour, l'une de ces histoires est devenue une œuvre que je peux partager avec d'autres enfants. Donc Christelle Kamène Danjoua vit en France depuis l'âge de 17 ans. Elle est originaire du Togo, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a fait ses études de communication institutionnelle et d'infographie. Voilà, vous validez à chaque fois, ou bien si c'est faux, vous m'arrêtez. Je vis en France depuis 17 ans. Oui, bien sûr. Ah, ça fait 17 ans que je suis Depuis en 17 France. ans, pas depuis l'âge de 17 ans. Voilà, depuis 17 ans, ok, bien sûr. Elle est aussi cinéaste et artiste chanteuse. Elle écrit également pour le magazine Amina. Donc, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Voilà, je me dis polyartiste parce que finalement, je trouve qu'il faut assumer ce qu'on est. J'avais l'impression de me perdre dans plusieurs choses à la fois, mais je suis ces plusieurs choses à la fois. Quoi, finalement polyartiste parce que écrivaine, cinéaste, chanteuse. Aujourd'hui, j'écris, demain, ce sera du chant peut-être. Voilà. Donc, je suis. On n'a pas l'habitude, mais comme vous êtes aussi chanteuse, est-ce que vous pouvez nous fredonner tout à l'heure, peut-être peut-être maintenant, avant de passer réellement dans la chose littéraire. Great is your mercy towards me, your love is kindness towards me, your tender mercies I see, day after day. Super, on voit que vous êtes dans la musique gospel. Oui, c'est vrai que j'appartiens à un groupe gospel, oui. Ah bah c'est intéressant tout ça. Mais on va déjà vous laisser nous lire la 4e de couverture de votre livre. D'accord. Avant tout propos. Alors, Maïs Sirena, la petite feuille mauve. La petite Maï vivait dans le village de Bassar avec son père, le chef Napo et sa maman Gora, au sein d'une grande communauté villageoise qu'il adorait. Un jour, un malheur se produisit. L'oncle Corico était atteint d'une maladie mystérieuse. Il était sur le point de mourir. Maï se porta volontaire pour trouver la feuille mauve qui allait le guérir. Maï avait 3 jambes. Oh, mais pourquoi? Ah, suspense. Et donc, voilà, on voit que les couleurs sont annoncées, c'est un peu un conte. Alors pourquoi vous avez choisi ce genre littéraire? Mais comme je disais tout à l'heure, c'est venu très naturellement. Je ne me suis pas posé de questions. Je racontais des histoires à ma fille et voilà. Il m'est naturellement venu à l'idée de reporter ces mêmes histoires pour partager la culture africaine avec d'autres enfants, que ce soit des afro-descendants ou les autres. Et quand vous étiez enfant aussi, on vous racontait des contes et tout chez vous? Vous n'avez Okay. pas quelques souvenirs à partager avec nous à ce sujet? Moi, quand j'étais petite, tous les soirs, j'allais voir soit une tante, souvent c'est les femmes, soit une tante, soit la bonne de la maison. Tous les soirs, je trouvais quelqu'un pour me raconter une histoire. Et donc, je savais très bien qu'elles étaient obligées de m'en inventer, et tellement tous les soirs, j'en demandais. J'étais gourmande de contes. Et voilà, c'est... Et avez-vous quelques noms de conteurs professionnels, africains ou même Non, je n'ai pas de référence officiellement, mais je vais dire que
j'ai vécu avec un homme qui était lui-même professionnellement conteur. Le père de ma fille est conteur, Banissa Mewe. Et je pense qu'il m'a beaucoup inspiré aussi. Il a participé à l'écriture? Non, puisque j'ai travaillé tout seul et ça fait un moment qu'on n'est pas ensemble. Mais non, j'ai travaillé tout seul dans cette... Donc vous avez, en plus du village, de la tradition, vous avez aussi eu l'influence. Voilà. Et donc aujourd'hui, on peut vous considérer comme conteuse ou alors, vous avez juste écrit... Personnellement, je pense que... Personnellement, c'est ma conception de conteur. Pour moi, ça revêt une tradition, la tradition de l'oralité pour moi. C'est une personne qui anime une assemblée, qui donne vie à une histoire, mais oralement. Donc, c'est vrai que dans une définition de conteur, on mettrait aussi celui qui écrit le conte. Mais pour l'instant, je préfère me définir comme auteur de contes. Et au niveau de l'illustration de votre ouvrage, on va le montrer à nos téléspectateurs, pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est fait? C'est vous qui avez guidé l'illustrateur ou... Oui, effectivement, j'ai dû guider, hein, parce que pour faire une œuvre comme ça, quel que soit l'auteur, il faut quand même donner un peu ses intentions, partager ses intentions avec l'illustrateur. Donc il a fallu que je fasse un découpage. Sur la couverture, qu'est-ce que vous expliquez par ce dessin qu'on voit là? Alors, le dessin, c'est tout simplement Maïs Irena qui est en train de cueillir la feuille mauve. Et derrière, c'est un serpent qui va la mordre et c'est ce serpent c'est ce venin qui va faire qu'elle sera malade à un moment donné. Donc voilà, c'est vraiment, le dessin illustre tout simplement le titre. Il y a aussi d'autres dessins, d'autres illustrations à l'intérieur. Et donc, un album de jeunesse. Alors, donc, la priorité en lisant votre livre, ce serait plus les dessins ou le texte? Oui, bon, alors, ça dépend des goûts de chacun, que ce soit les grands ou les petits. J'ai souvent vu même les adultes qui ont juste feuilleté l'œuvre et qui m'ont dit « mais elle est belle ton histoire ». Je dis « mais comment tu sais ?» On me dit que les dessins le disent. Donc je pense que l'illustration est très importante dans... Et donc si des gens s'arrêtent juste au dessin sans vraiment le lire, ça ne vous gêne pas? Non, s'ils achètent. Non, ils achètent, mais bon, peut-être qu'ils ne vont pas lire l'histoire, ils vont peut-être se contenter. Se contenter si ça leur fait plaisir. Moi, franchement, ça me fait plaisir. J'ai choisi ces dessins pour que ça plaise aux gens. Donc oui, mais, effectivement, il vaut mieux que ça plaise aux lecteurs, hein, parce que je sais que beaucoup d'entre nous sont plus, personnellement d'ailleurs, je suis plus sensible à l'image, ce qui fait que quand je fais un livre, je pense à l'image que ça peut donner. Donc voilà, ça ne me gênerait pas. Comme vous tenez déjà le livre, de la page 6 à la page 9, je vous cite, Gora chantait, pouvez-vous nous reprendre ce chant éventuellement de Gora et nous expliquer les métaphores qui s'y trouvent? De la page 6 à la page 9, on voit... Gora chantait, oui. À la page 6. Ah oui, bon, ben, Gora chante, là le chant est en français. Oui. Mais sinon, originellement, c'était une chanson... C'est une histoire que j'ai inventée complètement, donc ce texte, je l'ai écrit, ça reste pour l'instant une poésie, puisqu'il n'est pas écrit en harmonie, mais je vais quand même vous faire une petite chanson. Un chant traditionnel que vous avez traduit, non? Non. C'est le fruit de votre imagination. C'est le fruit de mon imagination. Bah, vu que l'histoire est inscrite dans la culture bassar, je vais vous chanter une petite chanson en bassar et puis je vais vous lire le texte. Oui, pourquoi? Ça vous va. Et vous allez nous expliquer aussi après les métaphores qui s'y trouvent, parce que je sais que c'est beaucoup imagé. Vous me direz quelle métaphore vous percevez, ce serait peut-être... Ok, allez-y. Alors, écoutez. Benina me, benina me pa. Benina me, benina me pa. Benina me, benina me pa. Benina me, benina me pa.
Baya malmutadan que sen sanjalpo, naya malmutadan que sen sanjalpo, benina me pa. Nature, nature, sois mon témoin. Forêt de mes aïeux, aïeux de mon sang, soyez témoins de mon bonheur. Les oiseaux répondaient, la nature, la belle, la forêt qui t'a vu grandir, a tout vu, tout entendu. Alors Gora reprenait, merveille, merveille en ce moment, forêt de mes aïeux, aïeux de mon sang, voyez l'enfant qui m'est donné. Benina me pa. Puis les oiseaux répondaient à nouveau, la nature, la belle, la forêt qui t'a vu grandir, a tout vu, tout entendu. Gora ajoutait encore, les dieux ont entendu ma prière, mes ancêtres ont tout compris de ma souffrance. Aujourd'hui, le miracle s'est produit. Aujourd'hui, je chante gloire et louange. Dieu m'a exaucé. Baya malmutadan que sen sanjalpo, naya malmutadan que sen panjalpo, benina me pa. Voilà, donc, parlant de métaphore, là vous faites parler par exemple la forêt, c'est une personnification. On voit une forêt qui parle ou qui entend. Qui parle, vous avez oui. personnifié la forêt. C'est ça. En général, on sait que la forêt, bon, la forêt ne parle pas, ça reste, non, peut-être pas les mythologies, on peut dire des croyances, bah oui, mais c'est peut-être aussi une réalité. Ça dépend où on se situe. Oui. La forêt qui a entendu, la nature qui écoute, ça veut dire qu'en fait nous sommes dans une nature qui participe à notre existence. Cette nature nous suit, nous guide et nous entend. Donc quand on émet une volonté, on émet une volonté vibratoire dans la nature qui la reprend et qui nous exauce. Donc dans votre livre et dans le chant tout à l'heure, on sent beaucoup de métaphores, notamment cette personnification de la forêt. Vous faites parler la forêt qui écoute, vous croyez aux mythes et légendes africaines. C'est beaucoup d'imagination, hein. Je suis une grande enfant et comme tous les grands enfants, j'invente, je crois à des événements extraordinaires que l'adulte en vous ou en moi pourrait ne pas imaginer. Et pareil, en Afrique, on a de ces croyances qui nous disent que la nature nous écoute, la nature vibre avec nous, la nature peut entendre donc la prière de Gora qui demande à avoir un enfant et la nature peut lui répondre. Et personnellement, vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, d'échange avec la nature? Je pense que déjà en faisant une prière à moi, une prière que j'adresse à Dieu par exemple, j'adresse une prière à un monde que je ne vois pas, je pense que je communique avec la nature. La nature, c'est un milieu plus ou moins complexe. On parle de féticheurs, praticiens et tous ces... je pense que c'est des conceptions et des croyances. Ça dépend où on se situe. Le féticheur, c'est pas forcément la nature. La nature n'est pas forcément le féticheur. Et ça peut être un savant. C'est-à-dire le mot qu'on va placer sur... C'est aussi une science. Science, savant, sagesse. C'est plus positif. Et je pense que nous, les Africains, nous devons arrêter de mettre seulement du négatif dans nos conceptions, dans nos valeurs. Voilà. Et donc, à la page 15, dans la scène de la course de la petite Maï, la jeune fille qui a 3 jambes, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez donné 3 jambes à votre personnage. On voit ici que ce qui pourrait être considéré comme un handicap est plutôt un atout pour votre héroïne Maï. Comment expliquez-vous cela? Elle a 3 jambes, normalement, ça aurait pu être un handicap. C'est vrai qu'à la page 15, on parle de la course où Maï, le chef et tout le village, tellement fiers de Maï, ont convié une course qui invitait tout le monde, n'importe qui de toutes les contrées, les gens de toutes les contrées, qui étaient curieux de rencontrer cette petite fille qui a 3 jambes et de voir sa performance à la course parce que naturellement, quand elle a 3 jambes, elle a une jambe de plus, un pas de plus que les autres, elle va un peu plus vite à la course. Et donc il y avait, effectivement, une course qui est organisée
Moi, justement, en mettant 3 jambes à Maï, je ne lui trouvais pas un handicap. Au contraire, c'est quelque chose de plus. C'est un surhumain, si on veut. C'est une petite fille spéciale, extraordinaire, mais je n'ai pas ce regard qui lui enlève quelque chose. Voilà. Okay. Et je lui ai donné 3 jambes. Je vous avouerai que au moment où j'allais raconter l'histoire à ma fille, j'ai commencé la phrase par « Il était une fois une fille qui a 3 jambes ». Elle est venue comme ça, l'histoire. Et si je l'ai maintenue, c'est parce que quelques années plus tard, alors que je ne lui racontais plus l'histoire, elle m'a demandé « Mais l'histoire de cette fille qui a 3 jambes ». Donc j'ai vu que avoir 3 jambes, le fait que la petite ait 3 jambes a marqué son esprit. Et l'histoire pouvait marquer aussi l'esprit d'autres enfants. Donc si elle a 3 jambes, c'est peut-être un hasard, mais dans le livre, c'est ce qui fait sa différence, c'est ce qui fait qu'on la retient. Et après, je crois qu'elle a retrouvé, elle a retrouvé 2 jambes après, je crois. Après, oui, à la fin de l'histoire, parce que Maï s'est retrouvée, elle est née d'une sirène, elle a été recueillie dans la rivière par Gora, qui cherchait un enfant. C'est l'enfant d'une sirène. À un moment donné, elle était malade, il a fallu la ramener à la rivière, où elle a rencontré sa vraie mère. Et elle rencontre en même temps sa vraie mère, mais aussi son origine. Et entre rester entre le monde des sirènes ou le monde des humains. Voilà, elle a retrouvé ses origines. Donc c'est vraiment une opposition, l'ancien, le nouveau, la culture, la modernité, et l'adoption, les origines. Donc il fallait, pour qu'elle poursuive sa vie de grande, il fallait effectivement qu'elle sache d'où elle vient. Et donc elle a rencontré sa vraie mère. Et vous croyez à l'existence des sirènes ou d'autres génies autres? Je crois à l'existence des petites sirènes dans les bandes dessinées surtout. Et en vrai, non? En vrai, j'ai entendu de tas d'histoires, mais moi je ne crois pas en ce que je ne vois pas, ce que je ne teste pas, mais je ne peux pas dire que ça n'existe pas, puisque je n'en ai pas vu. Je ne sais pas du tout si réellement ça existe. Vous voyez, même Christophe Colomb a témoigné avoir vu des sirènes sur une côte lors de ses voyages. Donc, voilà. Certains ont vu. Le monde moi, je n'en ai pas. Voilà, le monde a ses mystères. Je ne pourrais pas témoigner, avoir vu. Je ne pourrais pas dire que ça n'existe pas non plus. Voilà. Mais écoute, dans notre émission, nous avons une rubrique qui est l'expression de la semaine. Quand je t'ai dit pleurer comme une madeleine, ça te fait penser à quoi? Pleurer beaucoup, hein, à chaudes larmes et comme une fontaine. Bon, ok, attends, je te laisse nous lire là, donc l'expression de la semaine. Bon, alors, l'expression littéraire, aujourd'hui, c'est pleurer comme une madeleine. Alors, cette expression signifie pleurer abondamment. L'origine de cette expression est en relation non pas avec la Madeleine comme certains gourmands pourraient le croire, mais avec la personne du nom de Madeleine. En effet, l'expression prend ses origines dans la première moitié du 1er siècle et dans l'histoire du christianisme. Marie la Magdalène, que l'on a nommée également Marie-Madeleine, ou bien Madeleine, était une grande prostituée. Lors de la confession de ses péchés auprès du Christ, elle fut envahie par tant de remords qu'elle a pu laver les pieds du Christ avec ses larmes, puis les assécher avec ses cheveux. Donc l'histoire est connue, dans la Bible, on parle de Marie-Madeleine. Donc voilà, donc j'espère que nos téléspectateurs savent maintenant l'expression pleurer comme une madeleine. Voilà, donc c'était ça l'expression de la semaine. Et donc, nous avons encore une autre rubrique qui est en librairie. Là, nous allons vous présenter quelques livres que nous avons ici sur notre plateau. Par exemple, c'est quelques livres que nos téléspectateurs peuvent trouver en librairie. Par exemple, je vous présente Esclaves et négriers, paru chez Gallimard. Voilà, quelques livres que vous pouvez retrouver en librairie. Vous avez aussi la Côte d'Ivoire à l'épreuve de la démocratie,
un livre qui est écrit par Marie-Yolande Huc, que nous recevrons bientôt. Elle vit à Londres, une Ivoirienne d'origine, qui vit à Londres. Elle sera bientôt avec nous. Et il y a aussi La traversée de l'existence de Michael Natibel. L'auteur sera bientôt notre invité dans nos prochaines émissions. Et il y a aussi Léandre Saïri qui a écrit Lamentation, plaidoyer pour la libération de Laurent Gbagbo. Bon, là, c'est la politique. Et il y a vous-même, bon, on va quand même présenter votre livre, Maïs Irena de Christelle Danjoa, voilà, donc, qui est aussi en librairie. Nous avons le livre de Dr Boga Sako, voilà, donc mon combat voilà, pour la liberté, de la politique toujours. Et vous avez aussi, bon là je crois c'est un livre que vous nous avez apporté, vous allez nous en parler tout à l'heure, Gabriel Kinsa, bon, donc on en parle tout à l'heure. Il y a aussi un autre livre, Houphouët-Boigny, ou La sagesse africaine, voilà, Paul-Henri Sirex, voilà, qui a écrit ce livre. Et puis, bon, il y a aussi Mon cœur est ailleurs de Marie Lixout. Vous connaissez cet auteur? Bon, nous l'avons déjà reçu bon, dans l'émission Le Livre en question. Et puis voilà, vous avez ce petit livret de proverbes, 365 proverbes, c'est-à-dire un proverbe chaque jour. Oui. Et donc, voilà. Bon, non, c'est un livre qui est beaucoup plus international. D'accord. Et en même temps, nous allons faire un petit coucou à un auteur qui est un peu notre auteur du jour, Cheikh Hamidou Kane. Vous le connaissez? Qu'est-ce que vous savez de l'auteur? Cheikh Hamidou Kane, qui a écrit L'aventure ambiguë, qui lui a valu un grand prix. Oui. Ça fait un grand succès d'ailleurs. Je crois qu'il a écrit 2 livres finalement. Malgré qu'il n'ait écrit que 2 livres, il a marqué l'histoire et est devenu un grand classique de la littérature africaine. Là, tu nous présentes rapidement en bout de ligne. En bas? Oui, tout juste en bas, Cheikh Hamidou Kane. Né à Matan le 2 avril 1928, Cheikh Hamidou Kane est un écrivain et un haut fonctionnaire sénégalais qui occupa notamment des fonctions ministérielles. Son livre « L'aventure ambiguë » est devenu un classique de la littérature africaine. Comme vous l'avez dit si bien. Ça. Bon, je complète aussi, il est titulaire de 2 licences de droit et philosophie, ainsi que du brevet de l'École nationale de la France d'outre-mer. Donc il rentre dans son pays où il occupe rapidement une importante fonction administrative. En mars 1960, il est nommé gouverneur de la région laitière, au Sénégal bien sûr. En 1961, il est chef de cabinet du ministre du Développement et du Plan. C'est alors qu'il publie L'aventure ambiguë, comme tu l'as dit, récit teinté d'autobiographie écrit dès 1952. Voilà, donc c'était Cheikh Hamidou Kane. Et nous revenons à vous, Christelle. On a notre rubrique Mon livre de chevet. Oui. Et vous avez donc un livre qui vous a marqué dans vos lectures. J'ai lu récemment le livre de Gabriel Kinsa. C'est un Congolais. Les secrets de la colline bleue. Parlez-nous de ce livre que vous... Alors, je vais vous lire au verso ce qui est écrit. Les secrets de la colline bleue. Voici une vraie fiction sur le concept du kundu. L'auteur nous conte l'aventure d'un jeune garçon, Seiya. Ce dernier n'ira pas à l'école comme les autres enfants de son âge. Choisi par les esprits des ancêtres, il devient Nganga. Dans un style régulier et une écriture puissante, ce récit fantastique nous fait découvrir un monde de mystère. Le conte nous prend et nous place dans une nature envoûtante où s'allient réjouissance et profonde émotion. Ah ben effectivement, quand moi j'ai lu, c'est un livre d'une centaine de pages, c'est un conte. Mais ce qui m'a plu beaucoup dans ce conte, c'est que c'est plusieurs histoires dans la même histoire. L'auteur ne nous laisse pas le temps de respirer. Il faut être un peu... Il est originaire d'où, l'auteur? C'est un Congolais. C'est un Congolais. Oui. Il faut être vraiment... Il ne faut pas perdre le fil. Vous pouvez nous rappeler son nom encore? Gabriel Kinsa. Kinsa,
Ok, donc Secret de la colline bleue. Oui, oui, oui. Ça se présente un peu comme un conte aussi, non? C'est un conte. C'est un conte, mais dans son histoire, je retrouve un bout de l'aventure de Maï Sirena. C'est tellement peuplé, je vais dire, parce que c'est dense de personnages. On rencontre des personnages rocambolesques, tels les araignées géantes qui travaillent dans une usine qui fabrique les humains. Donc dans l'usine où on fabrique les humains, il est tellement riche dans son esprit que pour moi c'est un... Il vous a inspiré aussi, non? Vous avez lu Je l'ai lu après, mais si j'avais lu avant, j'aurais dit que ça m'a inspiré Maï Sirena parce que je retrouve des métaphores. On pourrait dire que c'est des métaphores qui appartiennent à l'Afrique vu le contexte, mais oui, je retrouve les mêmes métaphores, des expressions qu'il aurait pu écrire Maï Sirena, je pense. Bon, voilà, c'est moi qui l'ai écrit. Ben donc, nous conseillons donc ce livre. Voilà, je vous conseille vraiment. Il faut être un peu fou, et quand on lit l'histoire à la fin, ou même au début, dès le début, on réalise que l'histoire se passe comme dans la tête d'un fou. On ne vous laisse pas le temps de réfléchir, vous passez d'un paragraphe à l'autre dans une nouvelle histoire, mais il ne faut pas perdre le fil parce que c'est l'histoire de Seiya qui continue. Et la couverture l'illustre bien. C'est vraiment un méli-mélo dans la tête d'un personnage, et je pense que c'est... Il y a aussi des chants à l'intérieur? Non, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a des chants comme vous? Oui, il y a de la poésie dans son... Oui, il y a de la poésie, oui. Il y en a, oui. Ici. Debout nous sommes, circonstances de rue, savane repris par le rue, herbe grasse bafouée, hibou cocufié, mensonge en soutane, rire éventré. Donc oui, voilà. Donc c'était votre livre de chevet. Vous avez aussi un autre livre encore auquel vous pensez ou non qui vous a aussi marqué dans vos expériences de lecture? Oui, récemment, les derniers livres que j'ai lus, je parlerai aussi de la marche sur le dos des hippopotames. On voit que vous êtes toujours dans tout ce qui est légende. Oui, alors sur le dos des hippopotames, c'est beaucoup plus concret parce que c'est Serge Billet qui a écrit sur le dos des hippopotames. Voilà, tout à fait, voilà. Donc lui n'est pas du tout dans la mythologie, au contraire, mais c'est ce passage de l'Afrique à l'Occident et toute la traversée et l'adaptation, voilà, la nouvelle société qu'il rencontre. Et voilà, c'est vraiment, je crois que les mêmes problématiques reviennent toujours dans... Voilà. Voilà, donc on reste toujours dans tout ce qui est mythe. On revient à votre livre, Maï Sirena. Et donc à la page 18, il y a la rencontre de la petite Maï la sirène. Et aussi à la page 28, Maï est transportée par des oiseaux. On voit toujours que vous êtes influencé par tout ce qui est surnaturel, indirectement quand même. Comme je dis, ça dépend de la conception qu'on a du surnaturel. Du surnaturel ou des choses. Parce que pour moi, j'écris ce livre avec un regard d'enfant. Et pour moi, c'est des oiseaux extraordinaires qui volent et qui peuvent porter un enfant. Donc, je ne sais pas, quand je vois Harry Potter, je ne pense pas à... Peut-être Harry Potter, ça parle de sorcellerie. Dora l'exploratrice qui parle à un sac qui lui répond. Donc ça aurait pu être traité de surnaturel. Donc dans les histoires d'enfants, il y a toujours quelque chose de fantastique. C'est ça justement ce qui fait les contes, et d'ailleurs les contes d'Afrique, comme les contes d'ailleurs, tout ce qui est pour les enfants, on met un petit peu d'extraordinaire pour cultiver leur imaginaire. Et vous avez un retour par rapport à ces enfants, pour votre album de jeunesse? Comment est-ce qu'ils réagissent, ceux qui ont lu votre livre? En général, on me dit que c'est super. Voilà, le meilleur retour que j'ai reçu, c'est
de Roxane, la libraire de littérature. Je ne sais pas si vous connaissez. Quand elle a lu, je suis allée lui présenter le livre et avant même que j'arrive à la gare où j'allais, quand je rentrais chez moi, elle m'envoie 10 000 messages déjà en me disant « J'ai fini de lire ton livre, vraiment, j'aurais voulu lire ce genre de livre quand j'étais petit ». Et je reçois vraiment les enfants, je n'ai pas l'occasion de les revoir après leur lecture, mais les parents, effectivement, qui eux-mêmes lisent les livres, qui me disent « Ah, c'est magnifique, c'est une belle histoire ». Bon, donc je pense que même moi, je suis un peu surprise des retours, donc je ne m'attendais pas à ce que ça puisse plaire. Ça ne plaira pas toujours à tout le monde, hein, mais en général, ce que j'ai comme retour, c'est assez positif. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un public pour ce genre de littérature en Afrique? Pour le conte, c'est africain, donc oui, je pense que... Oui, mais bon, là, c'est un album de jeunesse, parce que oui, c'est justement, différent, puisque c'est à l'écrit maintenant, ce n'est plus l'oral. Ce qui caractérise l'album jeunesse, c'est les images, les grandes images qui illustrent le texte à côté. Donc je pense que oui, on est beaucoup plus images. Vous êtes déjà allé avec le livre d'abord? Je l'ai envoyé dans la bibliothèque d'une petite école. Je ne me suis pas encore rendue là-bas personnellement. C'était dans quel pays? J'ai reçu des photos au Togo. Oui. J'ai reçu des photos, tout le monde avait l'air content d'avoir le livre en main. Mais je pense que oui, ce qui peut être compliqué, c'est peut-être le coût du livre, et pour cela, je penserais à réduire considérablement le tarif pour qu'ils puissent avoir accès à l'histoire de Maï Sirena. Et avez-vous pensé à une adaptation cinématographique de votre ouvrage, puisque vous êtes aussi cinéaste? Oui, je suis. Alors là, ça va passer par l'animation, voilà, donc c'est beaucoup plus un travail travail 3D, animation 3D, donc c'est pas tellement mon domaine, mais oui, on me le demande beaucoup. On me demande aussi à la suite de l'histoire, effectivement, j'y pense. Bon, mais on espère, on attend donc cette production cinématographique Oui, éventuellement. Oui. Et par rapport au conte toujours, vous n'avez pas d'autres petits contes qui vous viennent comme ça en tête que vous pouvez nous dire ici? Là, ici. Un conte de votre enfance ou bien qui vous a marqué ou bien que vous avez lu, que vous pouvez nous conter? Surtout que vous avez vécu avec un conteur professionnel aussi. C'est un piège, ça. Bon, éventuellement, si vous n'êtes pas inspiré aussi, on peut passer là-dessus. Alors, je vais vous raconter une petite histoire assez courte. En mode conteuse, voilà. En mode conteuse, je ne suis pas très conteuse, mais si. voilà. Alors, chez nous, on dit... Parce que là, déjà, vous avez chanté, on voit la conteuse. Il faut tout faire en même temps, voilà. Bon, ben oui, alors on expose tous les talents, peut-être que vous serez repêchés à partir de l'émission. Ok, on vous écoute. Chez nous, on dit Téti. Théa, quand je dis Téti, tu réponds Théa. Théa. Ça veut dire histoire, raconte. Donc on recommence. Voilà, Téti. Théa. Téti. Théa. Alors, le conte a roulé, jusqu'à tomber au village de Djeri. Djeri, c'est un grand roi. Il possède un royaume tellement large, tellement grand, et sa puissance s'étend sur tout le monde. Djeri est le roi le plus influent de la terre, et tout le monde le craignait. Il était impressionnant, aussi bien par sa majesté que par sa fortune. Mais ce que tout le monde lui convoitait le plus, c'est juste sa fille. Le roi Djeri avait une fille tellement belle, magnifique, que tout le monde la voulait, cette fille. Le roi Djeri lui-même redoutait le moment de devoir marier sa fille, parce que autour de lui, il ne voyait pas la fille, l'homme qui était à la hauteur de cette beauté. Mais il a beau être puissant, le roi Djeri, il n'avait aucun pouvoir sur le temps.
parce que le temps de marier sa fille a fini par arriver. Il faut marier la fille. Bon, le roi Djeri, c'est normal, c'est naturel. Donc il conçoit de marier sa fille. Il demande la fille, la volonté de la fille. Mais on voit bien que la fille n'était pas prête, mais il faut bien le faire. Donc, pour cela, ils ont convié tous les princes de la terre. Le prince du Maroc, le prince d'Arabie, le prince du Sénégal, le prince de tout le monde, le prince... tous les empires, tous les royaumes ont envoyé leurs princes au royaume de Djeri. Alors, le prince, la princesse qui s'appelle Sita, elle s'assoit à côté de son père et ils voient tous les deux défiler les plus beaux princes, les plus riches princes. Ils sont passés devant eux, mais aucun n'a plu ni à la fille, ni au chef, au roi. Alors, la fille, ça l'arrangeait bien, parce qu'elle préférait retarder le plus possible ce moment. Mais le père doit respecter la tradition. Alors, finalement, la fille, pour ne pas se voir imposer quand même une situation qui ne l'aurait pas arrangée, elle décide de faire un deal avec son père. Alors, il lui propose ceci. Bon, mon père, parmi ces hommes, peut-être qu'il y en a un qui va pouvoir relever le défi que je vais leur proposer. On va poser devant nous un seau de piment. Celui d'entre eux qui pourra avaler tout le seau de piment sans faire... C'est celui-là qui sera mon mari. Ah, bien évidemment, ce n'est pas le prince du Portugal qui va pouvoir avaler le piment. Ce n'est pas le prince du Soudan qui va pouvoir avaler le prince. Ils sont tous passés un à un et aucun. Ils sont tous passés. Celui qui a fait le mieux, c'est celui qui a pris 3 bouchées de piment. Mais finalement, il n'y avait personne. Donc il fallait arrêter le truc. Et là, on voit arriver l'araignée. Et l'araignée, lui, il décide d'avaler le piment. Et l'araignée, quand il met un piment, il dit... Moi, mon prince, je ne dirai jamais... Voilà le prince d'Arabie qui a fait... Moi, je dirais jamais... Donc, en faisant les petits comme ça, il a fini par avoir la princesse. Et donc, on sait qu'en Afrique, tous les contes, il y a toujours une leçon. Oui, il y a toujours une leçon. Oui, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce conte-là? C'est vrai que ce n'est pas totalement fini. C'est pas fini, mais c'est bien la fin. On vous laisse peut-être écrire la suite dans un autre roman. Alors, oui, la morale, c'est que pour avoir une princesse la plus belle et la plus riche, c'est sûr qu'il y aura du piment à manger, mais il faut être un peu malin. Et puis le seau de piment, ça passe. Voilà. Donc ça dit la leçon, comme tu dis, il faut la ruse. Il faut la ruse, la sagesse, une certaine subtilité pour pouvoir avoir la plus belle femme du monde. Ah bah ouais, on retient la leçon. Donc, donc pour la venue du conte en Afrique en général, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le conte, parce que on sait que tout commence à changer en Afrique, on oublie un peu les traditions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour révaloriser le conte africain? Au Togo, par exemple, je sais qu'il y a des associations qui se sont mobilisées pour aller raconter des contes, faire les contes dans des maisons, organiser des festivals autour du conte. Donc je pense qu'effectivement, il ne faut rien laisser. Il y a des associations qui sont parties dans les villages pour recueillir les contes, les anciennes histoires, parce qu'il y en a plein. Je pense que dans le temps, ce qu'on faisait, c'est donner justement des leçons à travers ces petites histoires, donc à la fin desquelles on tirait une morale. Donc je pense que, et puis ça nourrissait notre imaginaire. Ce qu'il faut, oui, effectivement, c'est ne pas les laisser disparaître et lire les nouveaux contes quand ils arrivent aussi. Et vous-même, pour votre livre, vous avez une stratégie de promotion c'est les gens comme l'Afrique, vous. Comme ici aussi. Ah oui, pour l'Afrique, oui, j'irai. Comme ici, pourquoi pas. Voilà, on peut aussi imposer le conte en Europe. Mais je pense que l'Europe aussi a ses contes. Hein. On en a lu nous-mêmes quand on était petits, des histoires
des contes qui sont plus européens, donc, des fois tirés d'Afrique, mais voilà. Moi, pour mon livre, c'est stratégie. Je compte sur les médias comme vous qui relaient l'information, puisque c'est difficile d'éditer, de promouvoir tout seul son livre. Et quand on est dans l'action, c'est justement, il faut que vous puissiez relayer pour nous encourager, parce qu'on est nombreux à être auto-éditeurs. Et donc, pour qu'on puisse avancer, pour que le public puisse savoir qu'on existe, il faut le travail que vous faites actuellement, que je loue et je vous en remercie. Ok, merci modestement. Et vous avez déjà rencontré d'autres auteurs qui sont dans le même registre que vous? Dans le conte européen comme africain? Oui, je rencontre dans le même registre des livres pour enfants, des livres illustrés, de la bande dessinée. Je rencontre, je pense qu'actuellement, en tout cas, c'est peut-être parce que j'arrive et que je découvre qu'en fait, il y a plein de jeunes gens qui écrivent des livres pour la communauté et qui essaient de vendre notre culture autour de nous. Ils font de magnifiques travaux, que ce soit pour la bande dessinée, les livres pour enfants, des romans aussi. Hein. Donc je pense qu'il faut vraiment encourager. Vous rencontrez quand même des difficultés sur le terrain Pour l'instant, je pense que ce qui est compliqué, c'est le fait de des fois se sentir seul. Le parcours. Oui, pour l'instant, ça. Jusqu'à l'édition, est-ce que ça a été facile J'ai eu beaucoup de chance, je vais dire. Mais j'ai eu beaucoup de chance, les choses se sont bien succédées, mais il y a toujours eu des moments de difficulté quand le livre est fini, surtout quand je devais trouver un illustrateur. J'en ai testé là en France et ça a été, j'ai trouvé des gens qui me plaisaient, mais qui m'ont fait des propositions intéressantes, mais finalement, ils ne répondaient pas, ils n'étaient pas réactifs. Et dans le temps que je prévoyais sortir le livre, finalement, il a fallu que j'ai la bonne idée, la superbe idée de chercher un illustrateur au Togo, parce que Boris Padenou se trouve au Togo. Ah ouais. Et comment ça s'est passé, la collaboration Oui, alors vous êtes allé au Togo? Non, heureusement qu'il y a Internet, hein, les choses se passent vraiment plus rapidement quand il y a Internet, on n'a plus besoin de se déplacer. J'ai fait un découpage, je lui décris les scènes une par une, et puis je lui envoie, donc il m'envoie ses dessins, et vraiment, il scanne et puis me les envoie, voilà. Et on s'est vraiment rencontrés parce que j'ai pas beaucoup eu à lui dire non. Non, je lui ai payé. Les droits d'auteur aussi. Je lui ai payé sa prestation parce que c'est un peu compliqué quand on est dans l'auto-édition de voir surtout qu'il est ailleurs, donc c'est difficile. Il aura du mal à suivre les ventes. Donc ce qu'on a fait, voilà, sur un contrat, il a eu. On ne va pas vous demander combien est-ce qu'il a été payé. Je ne vais pas vous dire, mais en coulisses, je pourrais l'essentiel, c'est que l'ouvrage il a fait un magnifique travail très beau, qui a été coloré par Aruka Studio. Voilà. Ok, donc notre émission tire à sa fin. Et puis vraiment, voilà, de belles images et tout. Et donc, comme d'habitude, on a une tradition, on va te laisser nous faire une dédicace. Ah ben, avec choix. À la chaîne, à son équipe, à tout le monde. Voilà. D'accord. Et tu vas nous lire ce que tu écris. D'accord. C'est la dédicace du jour avec notre auteur Christelle Danjoa sur BZDTV. Et donc elle va nous lire, c'est qu'elle écrit, tu nous lis en même temps ce que tu écris ou bien, c'est difficile de lire en écrivant. Bon, donc je te laisse écrire d'abord. Elle nous fait sa dédicace. Alors, ABZTV, voici pour vous un billet voyage au pays de Maï Sirena pour y rencontrer une culture fabuleuse et un peuple joyeux
Bassar. Ok, donc Voilà. c'était donc l'émission le livre en question avec donc Christelle Danjoua, un peu ambassadrice du peuple Bassar. Elle était auteure de Maï Sirena. Donc on vous souhaite donc voilà, bonne chance pour votre ouvrage. Et puis bon, ce fut un plaisir pour nous d'être avec vous sur BZDTV. Voilà, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre auteur. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.